Bonjour, je m'appelle David Vauclair et je suis ravi de vous retrouver pour ce 183e numéro d'Au cœur du monde. Notre objectif, décrypter 5 nouvelles de relations internationales qui ont marqué la semaine écoulée. Commençons par un choc dans le monde habituellement feutré de la tech. 2 jurys américains viennent de briser le bouclier magique de la Silicon Valley. D'un côté, le Nouveau-Mexique condamne Meta à 375 millions de dollars d'amende pour avoir exploité la vulnérabilité des mineurs. De l'autre, en Californie, une jeune femme obtient 6 millions de dollars parce que les algorithmes d'Instagram et YouTube ont été jugés intentionnellement addictifs. C'est un tournant historique. Pour la première fois, la justice ne cible pas le contenu des utilisateurs, mais bien la conception même de l'outil. En clair, le «je n'y suis pour rien, c'est pas moi qui ai posté» ne fonctionne plus. L'odeur qui flotte dans l'air rappelle celle fuligineuse de l'industrie du tabac des années 90. Les géants de la tech savaient que leurs produits étaient nocifs, mais ont privilégié les profits. Résultat, une certaine volatilité boursière, 200 milliards de dollars de capitalisation se sont évaporés en quelques heures. Mais au-delà des dollars, c'est une question de géopolitique. En affaiblissant ses propres champions, Washington risque de perdre son avance face au rival chinois TikTok. Alors, est-ce la fin de l'ère du Move Fast and Break Things? Pas si vite. À l'instar de Big Tobacco, Meta et Google vont faire appel, pivoter et se diversifier. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de ligne d'arrivée, mais du coup de pistolet qui lance une décennie de bataille juridique mondiale. La Silicon Valley a cassé beaucoup de choses ces dernières années, y compris la démocratie. Il semble que le peuple états-unien et leurs tribunaux aient décidé qu'il était temps de commencer à lui envoyer la facture. Poursuivons avec les Émirats arabes unis et regardons de plus près la carte de la République démocratique du Congo. Dans le plus grand silence, Abu Dhabi vient de poser ses pions au cœur du Katanga, la ceinture de cuivre et de cobalt la plus convoitée au monde. Pourquoi ce mouvement? C'est une question de survie post-pétrole. Pour les Émirats, sécuriser ces minerais critiques, c'est s'acheter un ticket d'entrée pour le siècle de l'énergie verte et des batteries. Ils utilisent leur réseau d'influence et leur portefeuille profond pour bâtir une souveraineté de ressources bien au-delà du désert. Mais le plus fascinant, c'est le signal envoyé par Kinshasa. Jusqu'ici, la Chine contrôlait près de 80% des minerais congolais. En ouvrant grand la porte aux Émirats et à des licences pro-occidentales, le Congo tente un rééquilibrage massif. C'est un divorce à l'amiable avec Pékin pour ne plus dépendre d'un seul maître. Le Congo ne veut plus être le terrain de jeu d'un seul empire. Entre les pétrodollars émiratis et l'appétit chinois, la bataille pour le cobalt ne fait que commencer. Continuons avec les fêtes de Pâques et de Pessah. Elles débutent dans un climat de tension religieuse inédite à Jérusalem. Les autorités israéliennes ont empêché pour la première fois depuis des siècles leurs responsables d'accéder à l'église du Saint-Sépulcre pour célébrer la messe du dimanche des Rameaux. La haute représentante, Kallas, a qualifié la situation de violation de la liberté religieuse. Le vote de la Knesset adoptant une loi instaurant la peine de mort pour les terroristes coupables d'attaques anti-israéliennes meurtrières passe très mal internationalement. L'autorité palestinienne dénonce ici une tentative de légitimer des exécutions extrajudiciaires et les ONG défendant les droits de l'homme sont toutes catastrophées. Nous y reviendrons dans un numéro d'un autre podcast, celui de l'école 3A. Parallèlement, une page se tourne aux Nations Unies, mais sans doute pas celle que l'organisation espérait. Philippe Lazzarini quitte son poste de commissaire général de l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Il laisse derrière lui une agence forte de 30 000 employés tout de même, mais qu'il décrit lui-même comme étant en état de mort lente. C'est un départ dans l'œil du cyclone. Malgré les controverses, l'UNRWA reste l'unique colonne vertébrale humanitaire pour 6 millions de réfugiés et surtout pour Gaza, où la situation est jugée catastrophique. Sans leadership politique et sans financement stable, c'est tout l'accès à la santé et à l'éducation qui menace de s'effondrer dans une zone déjà exsangue. Car pendant que l'aide humanitaire cherche un second souffle, en vain, le conflit, lui, change d'échelle.
En Cisjordanie, la violence s'intensifie, mais c'est au Liban que la situation devient tragique. Les combats entre Israël et le Hezbollah ont déjà déplacé 1 million de personnes, dont 400 000 enfants. Le bilan dépasse les 1200 morts et Tsahal envisage désormais d'étendre sa zone tampon dans le sud du pays du Cèdre. Entre un cessez-le-feu qui peine à stopper les frappes et une agence onusienne orpheline de son chef, le vide laissé par ce départ est vertigineux. La question n'est plus seulement de savoir qui succédera à Lazzarini, mais s'il restera une structure à diriger d'ici la fin de l'année. Achevons par l'Ukraine. Ce samedi 4 avril, nous franchissons un seuil symbolique et tragique, 1500 jours de guerre à grande échelle en Ukraine. Et pour ce sordide anniversaire, Moscou a choisi la manière forte en lançant son offensive de printemps à la faveur du brouillard et du dégel. Le scénario se répète, mais il s'accélère. Depuis mercredi, des réservistes de Crimée sont déployés sur le front. L'objectif russe est clair, frapper fort maintenant pour atteindre un apogée à l'automne. Moscou profite d'une fenêtre de tir parfaite, alors que l'attention diplomatique mondiale est accaparée par les tensions au Proche-Orient. Mais le vrai séisme est à Washington. Les signaux envoyés par l'administration américaine sont de plus en plus glaciaux. Entre les menaces de rediriger les armes vers le Moyen-Orient et les critiques acerbes de Trump envers l'OTAN, l'Europe et Kiev craignent désormais un abandon pur et simple de l'assistance américaine. Notre grand voisin ukrainien est plus isolé que jamais. Enfin, quittons-nous sur un tour du monde face à la crise. Le détroit d'Ormuz est fermé depuis un mois et de plus en plus d'experts et de décideurs, y compris la présidente de la BCE, estiment que les marchés n'ont pas encore pris la mesure de la gravité de la situation. Le pétrole dépasse pourtant déjà les 110 $ et logiquement, la planète change de rythme. Ce n'est plus une statistique boursière, c'est votre réveil qui sonne différemment. Au Pakistan ou aux Philippines, les fonctionnaires passent à la semaine de 4 jours. Au Sri Lanka, on a carrément décrété que chaque mercredi serait férié. Pourquoi ? Pour économiser chaque goutte de carburant national. En Inde, on se lève plus tôt pour préparer sa gamelle parce que les cantines des géants de la tech ferment faute de gaz. À Bangkok, préparez-vous à transpirer, les gratte-ciel coupent la clim et les ascenseurs. Si votre bureau est au 15e étage, c'est une séance de sport gratuite mais imposée. Partout, de l'Indonésie à la Chine, les files d'attente s'allongent aux stations-service, portées par un vent de panique plus que par une réelle pénurie. Le choc frappe là où ça fait mal, l'assiette. À Lagos, le prix du pain s'envole car les boulangeries brûlent des fortunes en diesel pour faire tourner leurs générateurs. Plus grave encore, les agriculteurs du monde entier, du Midwest américain à l'Afrique de l'Est, réduisent l'usage d'engrais trop chers. On prépare aujourd'hui les récoltes maigres de demain. Le schéma est clair, c'est un remake de la période Covid, mais sans virus. On ferme les écoles, on impose le télétravail des couvre-feux au Caire pour réduire artificiellement la demande. Mais il y a une injustice flagrante. Les pays riches peuvent payer la prime pour garantir leur approvisionnement, laissant le monde en développement encaisser le choc de plein fouet. Le pétrole à 110 $, ce n'est pas qu'une crise énergétique, c'est une taxe mondiale sur la vie quotidienne qui grignote notre pouvoir d'achat et redessine nos journées. Je vais donc vous souhaiter bonne route si vous trouvez de l'essence. C'était Au cœur du monde. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à commenter et à partager si ces analyses vous ont été utiles. Et très bon long week-end pascal à toutes et à tous.